Donc vous comprendrez bien que je peux pas vous l'acheter 130 si ça c'est le prix de vente et que moi derrière j'ai encore 50 € du mètre à rajouter. Le pouvoir d'achat des Français, ça a toujours été une question, ça a toujours été un problème et enfin, je pense que dans la tête des gens, on n'en a jamais entre guillemets assez. Pour moi, si Oui, tu es en bah, télétravail, t'es pas à 100% au travail. Donc je dis non, nous. il y en a pas mal qui font du télétravail et qui disent que finalement quand tu bosses de chez toi, tu bosses encore plus. Ouais. Alors moi je suis un peu sceptique aussi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les Voix de Limo, on accueille donc Justine, entrepreneuse. Elle a créé une agence immobilière qu'elle a revendue. Maintenant, elle fait de la promotion immobilière. Donc, on va aborder plusieurs sujets avec elle. Entreprendre quand on est une femme, l'immobilier en règle générale, la promotion immobilière, le marché actuel, gérer du personnel. Voilà, on va aborder tous les sujets. Donc, on l'accueille tout de suite. Bonjour Justine. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui. Donc je m'appelle Justine Pise, j'ai 36 ans et donc je suis aujourd'hui la gérante d'une société qui s'appelle Francimo, qui est une société de promotion immobilière. Mais auparavant, j'ai créé une agence immobilière qui s'appelle Justimo. Je l'ai créée à l'âge de 23 ans et donc j'ai géré cette agence pendant 13 ans. Et aujourd'hui, au 1er janvier 2025, j'ai cédé mes parts à mon associé, qui s'appelle Olivia Martinez, et donc qui reprend la société depuis. Ok. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu as lancé Justimo? Qu'est-ce qui fait que tu reprends Francimo? D'où ça vient? Voilà un petit peu ton parcours. Ouais. Alors, donc, il faut savoir que j'ai monté l'agence pendant ma dernière année d'études. Moi, j'ai fait une école d'immobilier qui s'appelle l'ESPI, c'est l'École supérieure des professions immobilières, qui est à Paris, qui est une école qu'on fait en 5 ans. Donc, sur 3 ans, une licence de gestion immobilière, et après, tu te spécialises dans un domaine. Donc, moi, j'ai choisi la promotion immobilière. Donc, Master 1, Master 2, que tu fais en alternance. Donc, j'ai fait ma deuxième année d'alternance chez Francimo. Et j'ai décidé de monter ma société en même temps que ma dernière année d'études. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre comme ça, direct? Parce que Et c'est un peu ben, le grand plongeon. oui, 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 complètement, parce qu'on est parti de zéro et on a tout créé de A à Z, du logo, on a trouvé les locaux, recruté une équipe, c'est vraiment, Ah, vous on avez a... tout de suite Du coup, tu recruté. dis on, parce que tu étais avec un associé. Alors oui, à la base, j'étais avec un associé qui m'a aidé surtout sur la partie recrutement, puisque lui était déjà agent immobilier sur Troyes. Et moi, mes études étant à Paris, j'étais un peu entre les deux, donc il fallait à la fois finir ma dernière année et puis monter une société. Ce à quoi ne nous forme pas enfin, finalement une école d'immobilier, ça vous forme pas à gérer une société, Bien sûr. ça vous forme à travailler dans l'immobilier, à faire de la promotion ou d'autres domaines d'activité, mais gérer une entreprise, c'est totalement différent, c'est un métier à part entière. Mais moi, j'ai toujours eu envie de créer ma société. Alors, il y a aussi, je pense, un peu le contexte familial, parce que Francimo, c'est la société de mon père, qu'il a créée il y a 30 ans, et je travaillais pour lui. Là, ça faisait 13 ans que je travaillais pour lui, quand là, maintenant, j'ai repris avec ma sœur jumelle. Et j'avais envie, je pense, de me démarquer un petit peu, enfin, de pouvoir dire que j'avais ma structure à moi et que je n'étais pas là que parce que j'étais la fille d'eux, Hmm. même si je suis très fière d'être la fille d'eux, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'était important pour moi, je pense, d'être peut-être un peu reconnue pour aussi ce que je faisais Ouais, bien moi-même, sûr. quoi. Donc, Ok. ton associé, il était agent co, donc il avait l'expérience dans l'immobilier et peut-être un réseau local. Mm. Est-ce qu'il avait de l'expérience, lui, dans l'entrepreneuriat ou pas du tout non Non, plus? non, 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 il était salarié Ok. dans une Donc autre ça, vous agence l'avez immobilière. On co-construit l'a et vous avez... co-construit et on a vraiment un peu découvert, je dirais, toutes les démarches que tu dois faire, que ce soit à la CCI, demander ta carte professionnelle. J'ai vraiment tout découvert un peu au fur et à mesure, mais j'ai été d'autant plus motivée et j'ai adoré cette partie-là Et là, vous êtes resté associé d'entreprendre. combien de temps? On est resté associés quelques années et après il a souhaité changer Et t'as d'activité. racheté? Oui, j'ai racheté et j'ai eu rapidement un de mes salariés qui est passé associé. Et lui, je suis restée associée avec lui pendant 9 ans.
Et là, Ok. c'était qui cette personne-là? Julien Boucherat. Ah oui, Julien, ok. Ouais, ouais, Parce ouais. que je suis quand même de Troyes depuis longtemps et je connaissais pas l'histoire Oui. de Justimo, effectivement. Mais c'est vrai que Julien. Julien m'a rejoint quasiment au départ. Ouais, c'est vrai. Il faisait partie des quelques salariés qu'on a recrutés dès le début et c'était un excellent salarié, un excellent Ouais. commercial. Et du C'est coup, toujours le cas. c'est toujours le cas, tout à fait. Et je suis quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. On est toujours en très très bons termes. Et voilà, le faire évoluer, c'était, je pense, important pour lui comme pour moi. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Et on a eu 9 années C'est vrai qu'on vraiment top. on vous reconnaissait, parce que je sais que Justimo, il a. Enfin, en tout cas, dans ma tête, je sais pas si si c'est le cas ou si c'était le cas, mais ça avait quand même l'esprit d'une agence un petit peu familiale, Mm. cool, sympa, où on était bien reçus. Ouais. Et Bah, c'est ce toujours ce côté-là, qu'on, c'est ce qu'on a vraiment, ouais, c'était vraiment important pour nous, le côté familial, le côté accessibilité. ouais. Proximité Voilà, client-agent. ouais. On voulait pas. Lui il venait d'un groupe plus important, et c'est un petit peu ce qu'il ne voulait pas retrouver. C'était Ouais, justement une équipe à laquelle on est ouais, proche, on se soutient et on n'est pas là pour ouais. se tirer des balles. En tout cas, je pense que vous avez réussi, hein, et c'est vrai que Mm. cette image-là, quand on voyait des photos de toute l'équipe tous ensemble, etc., voilà, je pense que les couleurs roses de Justimo, etc., enfin, vous avez bien réussi à véhiculer l'image que vous vouliez véhiculer, quoi. Ouais. Bah, Donc, c'était vraiment. Moi, c'était une de mes priorités. C'était ok. effectivement performer, hein, c'est indispensable, mais tout en gardant vraiment un état d'esprit plutôt de famille que. Ouais, ok. Voilà. Et ça, en tant que du coup directrice, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place dans le recrutement, dans les process? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place pour avoir cette culture d'entreprise? Ou est-ce que ça s'est un peu transpiré bah voilà, en se rapprochant de personnes qui te ressemblent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est structuré, processé, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement? Je pense que ça s'est fait beaucoup naturellement parce que je dirais que l'équipe d'origine, j'étais vraiment très très proche d'eux. Alors, avec du recul, peut-être un petit peu trop proche dans le Ouais. sens où il y avait beaucoup beaucoup d'affect et quand bah, la vie fait que tu as des gens qui arrivent, des gens qui partent, moi franchement ça m'a affecté parce que c'était des gens, je travaillais avec eux, on travaillait vraiment beaucoup parce que lancer une entreprise, tu te donnes à 200% et il y avait vraiment beaucoup d'affect et voilà, je pense que le côté familial, on l'avait, autant Julien que moi, on avait cet état d'esprit plutôt cool et plutôt sympa et on avait envie que ça se passe comme ça, donc on était sur la même longueur d'onde tous les deux. Et du coup, je pense que ça se faisait naturellement avec l'équipe. Après, on faisait beaucoup de choses en dehors. C'était important pour nous d'avoir des petits moments, que ce soit à Noël, en fin d'année, qu'on ait des moments conviviaux et qu'on partage avec notre équipe. Donc on avait des moments, rien à voir avec l'immobilier, mais on avait Ouais, pas mais mal ça, de c'est petits peut-être des moments. choses qui te paraissent naturelles, mais que peut-être je prenais moi en compte plutôt peut-être par des choses mises en place. Oui, Parce qu'au final, c'est oui, pas forcément évident de faire ça dans n'importe quelle agence. oui, oui, Et peut-être que la culture aussi et le fait qu'il y ait une équipe oui, proche, ça a c'est vrai. été aussi influencé par ces actions que tu Mm, faisais aussi naturellement, oui. mais que quelqu'un d'autre pourrait mettre en place peut-être, même si c'était moins naturel pour lui, s'il voulait Bah oui. une culture un peu... Pour te donner un exemple, ça c'est je dirais, le plus beau souvenir que j'ai. C'était pour les 7 ans de l'agence et voilà, on avait fait une belle année, on était vraiment super contents. Et du coup, j'ai réservé, on est partis tous 4 jours à Marrakech avec les conjoints et c'était vraiment 4 jours, c'était trop bien quoi. C'était un super souvenir. Moi, aujourd'hui, j'en garde vraiment un souvenir extraordinaire et je pense j'espère qu'eux aussi, ils en ont Mm. gardé même si nos chemins se sont séparés, voilà, pour certains, pour d'autres non, mais on reste vraiment avec toute cette équipe en bons termes, et ça c'est important, surtout Mm. sur une petite ville, Ouais, c'est sûr. et on a des bons souvenirs ensemble. Donc Ok. je trouve que c'est important. C'est bien de réussir à lier travail, le fait que ce soit pas une contrainte. On va au travail, c'est Mm. cool. En même temps, on est dans une bonne équipe. On fait tous, quand c'est possible, du chiffre. Enfin, c'est dans le meilleur des mondes, mais c'est. Quand le marché le permet, c'est bien. Ouais, Mm. Quand voilà. des périodes un peu plus compliquées, je pense que c'est moins facile Ouais, ouais. d'entretenir ça parce que tu es moins dans une énergie positive, Positive, tu c'est sûr. penses déjà à faire du chiffre. Là, nous, on a monté l'agence en 2012
Et on était, je dirais, un peu au niveau marché, on n'était quand même pas au top top, Ouais. mais ça ne pouvait qu'aller mieux. Ouais. Donc, et on n'a pas eu une crise comme celle qu'on vit en ce moment, par exemple. C'est reparti quand même plus rapidement. Donc, on a eu une progression. Donc, c'était hyper encourageant et hyper motivant. Dans un schéma où c'est plus compliqué, je pense que mettre en place des activités, c'est hyper important, il faut continuer de le faire. Mais tu fais aussi en fonction Du budget. de tes budgets, de Bah tes ouais. moyens, et tu fais comme tu peux, quoi. Tu fais du mieux que tu peux. Parce que Ouais. nous, Et ça a aidé parce qu'on avait une bonne dynamique, quoi. du coup, tu t'es lancé quand même très jeune Mm. pour directrice d'agence. Est-ce que tu as eu des difficultés peut-être au niveau de positionnement parce que tu es directrice, mais peut-être que tu es aussi plus jeune que la plupart de tes Mhm. collaborateurs. Le À l'époque, oui. positionnement par rapport à ça, Une femme? tu es Oui. une C'est vrai femme. que faut pas avoir peur de le dire Ouais. Et que. j'avais une équipe que de mecs. Ouais. Ah, ok. Mm. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus? Est-ce que tu as eu des difficultés? Qu'est-ce que tu as mis en place peut-être tu disais aussi que bah, peut-être ta façon d'être proche avec ton équipe, elle a peut-être aussi évolué. Voilà, entre l'âge et la proximité Mm. avec l'équipe, est-ce que tu as des choses à partager là-dessus Bah, je dirais que c'est une difficulté, non, parce que je pense que je suis d'un naturel plutôt naturel. Enfin, moi, ça passe bien, ça passe pas, tu le sais assez vite. Ok. Mais ce côté-là, naturel, ça s'est bien passé avec eux. Généralement, j'ai toujours bien aimé travailler avec des hommes. Je trouve que c'est un petit peu plus simple, on va dire. Euh, donc ça s'est fait vraiment naturellement plutôt bien. Après, il a fallu quand même que je fasse un petit peu mes preuves, mais c'était plus moi qui me l'imposais de dire je suis autant commercial que vous, et donc je vais chercher mes mandats, je vais faire mes visites, je vais faire mes ventes. Et j'ai un petit peu appris aussi sur le terrain avec eux en même temps qu'eux, mais je me mettais quand même un petit peu la pression de dire il faut que je réussisse pour montrer l'exemple. Après, c'était aussi, je dirais, une façon de travailler où bah, tu es là avant eux, tu repars après eux. À l'époque, j'avais pas d'enfants, j'étais vraiment à fond, boulot, boulot, et c'était plus montrer. Mais ça, on me l'a inculqué, moi, dans mon éducation, de dire tu peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si toi-même tu ne le fais pas, et si toi-même t'es pas un peu un modèle, quoi. Et ça, d'après toi, c'est nécessaire pour être un bon dirigeant de savoir faire ce qu'on demande de faire? Pour moi, c'est primordial. Ok. Si tu sais pas de quoi tu parles, t'es pas crédible, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est mon avis. Mais si t'es pas passé par le métier de négociateur, diriger une agence, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, Ouais, ouais. tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas ce que c'est de gérer des Et clients. quand tu demandes à tes employés de transpirer alors qu'ils voient que toi tu transpires pas, Exactement. ça peut pas. Tu dois être un modèle. Pour moi, Ouais, ouais. un modèle, c'est quelqu'un qui a. C'est pour ça que Julien, ça a été évident aussi qu'il passe associé, parce que Julien, c'était un modèle pour toute l'équipe. C'est un des meilleurs commerciaux de la place. Et pour moi, c'était évident du coup qu'il passe associé, parce que les autres le suivaient naturellement. Mhm. Donc, au début, tu as beaucoup montré l'exemple en termes de force de travail et de progression sur le métier vraiment purement commercial. Est-ce que après, au fur et à mesure finalement que tes compétences ont été solidifiées là-dessus, est-ce que ton rôle dans l'entreprise, il a évolué en tant que directrice, ou est-ce que tu as toujours mis un point d'honneur à forcer sur le côté agent co? Euh, alors, je dirais que j'avais les deux sociétés aussi, hein. Je Ouais, bien travaillais sûr. pour Francimo et pour Justimo. Et donc, il fallait bien répartir son temps entre les deux. Si tu peux juste du coup dire quel était ton rôle chez Francimo. Alors, Faut qu'on prenne Francimo, chez oui, Justimo, tu étais négociatrice et Et directrice. directrice. oui. Et chez Francimo? Francimo, j'étais associée. Ah, ok. Et je travaillais avec mon père qui, lui, petit à petit, en fait, prenait un peu de recul pour me laisser la place. Et donc, je gérais la société avec lui. Donc, deux, deux Deux postes vrais jobs. qui prennent du temps. Mais je dirais que du coup, j'ai un petit peu après laissé la partie visite, je dirais contact acquéreur, pour me concentrer sur la rentrée de mandat, Ok. qui est aussi essentielle. Et ça me permettait aussi de donner à l'équipe tous mes contacts, dire bah là j'ai un acheteur, je te laisse le traiter. Ça amenait du travail pour les commerciaux. Moi j'avais mes clients qui étaient satisfaits. Tout le monde. L'idée c'est gagnant-gagnant. T'alimenter ton équipe. Voilà. Donc j'ai pris un peu de recul là-dessus pour me concentrer aussi un peu sur Francimo, parce qu'à terme je savais quand même que moi mon cœur de métier, moi je suis formée à la promotion immobilière.
je n'ai pas été formée pour l'agence, donc mon envie, c'était quand même plutôt la promotion. Mon école, c'était une formation vraiment sur la promotion immobilière. Ok. Ok. Mais pour autant, tu es quand même resté 13 ans à la tête Oui. de l'agence, donc j'imagine que tu avais quand même des appétences Ah pour oui. ce métier. Oui, Qu'est-ce et que puis c'est quoi les points les plus le contact, moi j'adore aller, pas prospecter parce que je le fais pas, mais je le faisais pas, mais aller prospecter différemment en fait, Hmm. aller au contact des gens, que ce soit, faire partie de réseaux, de clubs d'affaires, de choses comme ça, être présent sur des événements, en fait, on a tous un réseau autour de nous et je trouve qu'on l'exploite pas forcément, à bon escient et c'est un petit peu ce que j'essayais de leur transmettre, c'est de leur dire: «Bah, dans ton réseau, dans ton entourage, ils sont tous l'avantage de ce métier, ils sont tous clients potentiels». Parce que l'immobilier, ça touche tout le monde, à un moment donné dans leur vie, que ce soit la location, l'achat, la vente, l'investissement, à chaque étape de ta vie, l'immobilier te concerne. Donc ça, c'est une chance et moi, c'est plutôt mon réseau que j'ai appris à développer et à faire travailler, en fait. Ok. Et du coup, là, c'est intéressant, tu disais du coup prospection, t'en faisais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pas de façon générale chez Justimo? On Ou en est-ce alors, ou est-ce que ouais. c'est toi qui faisais pas ça parce que tu le faisais un peu différemment? Est-ce que toi tu formes peut-être tes équipes à le faire aussi un peu Mmh. différemment que de frontal, de la pige? Alors si, on l'a fait évidemment, puisque Justimo, n'était pas connu du tout. Donc il a fallu se faire connaître, et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, c'est que les gens sur 3 quand ils pensent agence, qu'ils arrivent à penser à Justimo plutôt qu'à une autre, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc si, on a fait énormément de piges. Après, il y a différentes façons de faire de la pige. C'est vrai que des façons qu'on aime plus ou moins. Alors je les ai toutes faites aussi, hein, Mhm. parce qu'encore une fois, si toi t'as pas fait de la pige téléphonique, Ah oui. tu peux pas demander à ton équipe de le faire. Donc je les ai toutes faites. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu laisses ton équipe le faire parce que c'est plus leur travail. Mais on en a fait beaucoup pour se faire connaître. Et après, on a eu la chance, au bout de plusieurs années, hein, ça prend beaucoup de temps, que finalement, tes anciens clients te contactent, ils te recommandent, et tu as des recommandations qui arrivent un petit peu plus facilement. Et ça c'est je trouve que c'est une vraie victoire, parce que c'est là que tu sais que ta société est un peu plus reconnue sur la place, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Et le rôle du coup que tu as eu en tant que dirigeante, là je pense aussi en 13 ans, tu avais connu beaucoup d'évolutions de marché. Mm. Euh, enfin, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les choses peut-être que tu as actionnées, les choses, comment tu les as vécues quand bah, voilà, on doit justement allier avec une équipe peut-être sur laquelle on est assez proche, tout en ayant toutes les contraintes d'une chef d'entreprise et bah, des chiffres Mm. voilà, qu'on doit faire fonctionner dans tous les cas, sinon on risque de perdre toute l'équipe. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as actionnées à ces moments-là? Est-ce que peut-être il y a des choses que tu aurais dû faire différemment avec du recul? Nous parler un petit peu voilà, de ce rôle quand il y a des moments difficiles, où il y a des vraies baisses de marché, Mm. comment on la gère Alors ça, je dirais que moi, on m'a toujours appris, et ça c'est vraiment mon éducation, on m'a appris, il faut faire attention à tout, mais à chaque poste. Donc, quand il y avait des périodes de moins bien, moi je regarde les charges et je regarde où on peut diminuer nos charges pour faire face, à cette période de crise, tout en faisant très attention à la trésorerie. Moi, on m'a toujours appris que, bah, en fin d'année, si tu as la chance d'avoir un bénéfice, ton bénéfice, au maximum, tu le conserves, tu le mets de côté pour les périodes plus compliquées. Tu distribues pas, parce que quand tu peux le faire, tant mieux, c'est génial. Mais par exemple, ma première distribution de dividendes, je l'ai faite au bout de 10 ans. Parce qu'avant, j'ai mis de côté et j'ai assuré le fait d'avoir une trésorerie confortable pour pas de passer coup les dur. périodes plus compliquées. Et en parallèle de ça, bah, je fais attention, j'essaie de faire attention, et ça, c'est mon père qui me l'a appris dans sa façon de travailler. Tu fais attention aux photocopies, tu fais attention à tes dépenses d'énergie, tu fais attention à tout. Et ton rôle de chef d'entreprise, pour moi, il est là, c'est d'avoir un suivi clair, précis, de dire, bah, tous les mois, mes charges fixes, c'est tant. Si j'ai pas ce chiffre-là en face, et dans mes charges fixes, il y a les salaires de mes salariés, c'est la priorité, il faut payer tes salariés. Mais si j'ai pas autant en face, bah, ça va bloquer, quoi. Donc, je pense que ce qui fait que tu gardes une équipe quand ça va moins bien, c'est déjà toi, il faut que tu les motives. Même si toi, c'est parfois compliqué, faut que tu les motives,
faut pas les lâcher et quand tu sens qu'il y en a un qui est un peu moins bien, et ça Julien m'aidait beaucoup vraiment là-dessus parce que lui, il savait bien motiver les troupes aussi et donc c'était vraiment rester proche d'eux quand ça va et quand ça va moins bien, faire attention aux charges et puis avoir une trésorerie solide. Pour moi, c'est un peu la clé. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on voit vraiment la balance entre faire attention aux dépenses, à la trésorerie et en même temps récompenser ses équipes, Oui. faire des événements pour les souder, qui sont finalement pour toi pas tellement une charge, mais quelque chose Non, qui vient c'est du plaisir. voilà, Mm. qui est dans la vie de l'entreprise de façon classique quand c'est possible de le faire. Mm. Donc c'est Et hyper intéressant. comment motiver, enfin, quand ça se passe mal, quand tu as un conseiller qui fait pas les chiffres qu'il doit faire, euh, la frontière, elle est mince entre j'arrive à orienter mon management pour le pousser, ou alors finalement je le pousse au fond du trou parce que je fais que de lui dire ce qui va pas ou ce qui va pas et ce qui va pas. Ah ouais, non. Comment, comment toi tu gères Mm. un employé qui fait pas forcément le job finalement? Comment est-ce que tu arrives à le pousser pour qu'il performe? Ou alors est-ce que, enfin voilà, comment tu gères ce genre de situation? C'est pas des situations qui sont faciles Non, bah non. parce qu'en même temps, tu as envie qu'ils réussissent parce que s'ils Et pour réussissent, lui et pour toi, pour voilà, tout. tout le monde est gagnant. Mais Mais je dirais quand tu as un commercial qui va moins bien, bah, moi j'avais tendance à dire bon bah voilà, là moi j'ai un contact qui m'appelle moi, je suis manager, je te le donne, ça va t'aider, ça peut te faire rentrer un mandat, ça peut ou te faire une vente si c'est un acheteur. À toi de bien t'en occuper, par contre. Et si tu as une réussite à la clé, bah, tout de suite, ton moral, de toute façon, un agent immobilier, le moral, il est comme ça, hein. Dès que ça va bien, c'est l'euphorie. Dès que ça va mal, c'est parce qu'ils violent. étaient fixe plus com. Ils étaient fixe plus com. Oui, Ouais, ouais, ok. ouais, ouais. Donc ils étaient J'avais quand pas même. d'agent co à Est-ce l'époque. que ça, ton modèle du début de l'agent jusqu'à maintenant, est-ce qu'il a évolué et comment tu vois les choses là-dessus, sur justement le pôle mandataire, Mm. salarié, l'entre-deux? Alors, nous, on a eu toujours que des salariés. D'accord. Là, depuis peu, donc, on a. Alors, mais c'est plus moi. Olivia, elle a 2 agents co, plus moi, donc 3 agents co. Et c'est vrai que la volonté, la période étant plus compliquée, hein, les 2 dernières années ont été quand même beaucoup plus compliquées, c'était forcément d'alléger un peu les charges de la structure et le passage de salarié à agent co est une solution, forcément. Mais c'est pas moi ma solution, je dirais préférée parce que le côté salarié et le côté, équipe, est important. Alors je le nuance quand même puisque les agents co, chez Justimo, et ça Olivia dirait la même chose, on fait pas beaucoup de différence dans le sens où ils sont quand même assez présents, ils s'organisent comme ils le souhaitent, hein, ils ont aucun impératif, mais ils font vraiment partie de l'équipe. On les intègre pour tout et on fait vraiment très peu de différence entre les 2 pour qu'il y ait pas justement de décalage entre les salariés. Il y a encore des salariés et des agents co. On a mixé un petit peu les 2. C'est Donc tu veux plutôt dire faire que, face à la période qui est... C'est pour faire oui, ouais, tu veux complètement. dire que l'agent co, il va dérisquer un petit peu ton entreprise parce que s'il fait pas de chiffre, tu le payes pas. Mmh. Par contre, il a moins la stratégie d'entreprise, enfin pas la stratégie, mais comment je pourrais dire, l'esprit d'entreprise qu'un employé l'aurait. Enfin, selon toi, par exemple, dans une autre boîte. Tu vois, l'intégration par rapport à la boîte, la Alors culture de la boîte. c'est mon avis, mais oui, je pense qu'un agent co a tendance à être, un peu plus Par indépendant définition, un et peu plus voilà. indépendant. Et le fait de pas avoir d'obligation d'être là, par exemple, au point Ouais, fixe. ouais, À partir du moment où tu pas là, tu pas au courant de ce qui se passe, tu pas au courant des estimes, tu peux pas faire partie de l'entreprise à 100. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc moi, j'avais dit OK pour avoir des agents co. S'ils le souhaitent, parce que c'est pareil, trouver un agent commercial et trouver un salarié, c'est pas pareil, hein, surtout en ce moment où les gens veulent plutôt de la stabilité, un salaire fixe, un CDI, ce que je comprends complètement. Trouver des agents co qui soient performants, c'est pas évident. Ouais. Mais moi, mon image en tout cas, mais peut-être que je me trompe, c'est que c'est vrai que des équipes de 100% d'agents co sont moins soudées, moins un peu ouais, moins esprit famille, Mmh. l'esprit que nous on recherche. Mais peut-être que je me trompe. Tout à l'heure, je fais un petit parallèle léger, mais ça revient un petit peu à Janco, indépendant, etc. Nous, il faut savoir qu'on recrute, on recherche un assistant de direction, assistant commercial, enfin, voilà, quelqu'un d'un petit peu
enfin, un couteau tâche. suisse qui sait faire un peu beaucoup de choses. Et j'avais tout à l'heure quelqu'un qui me dit, bah oui, j'ai vu ton annonce, j'ai une copine qui cherche, etc. Est-ce que vous acceptez les gens qui font du télétravail? Bah, je dis, moi, le télétravail, on va pas la payer à garder ses gosses et à faire la cuisine ou à regarder la télé. Pour moi, si Oui, tu es en bah, télétravail, t'es pas à 100% au travail. Donc je dis non, nous, on veut et quelqu'un à qui vienne au contrario, travail. il y en a pas mal qui font du télétravail et qui disent que finalement, quand tu bosses de chez toi, tu bosses encore plus. Ouais, Alors, moi, je suis un peu sceptique aussi, parce Je pense que ça que dépend des peut-être, personnes, ça dépend oui, des postes, ça dépend de beaucoup de ouais, je, choses quand je même. pense que ça dépend de Mais la je pense que la culture de majorité, l'entreprise. on est d'accord, il y a plus, c'est plus dégradé que bah, accentué. Bah, bien je sûr. pense que sur du long terme, ça fonctionne et ça Mm. fonctionne moins bien. Ouais. Et d'ailleurs, on y revient un peu hein, du télétravail, hein. Mm. Il y en a de moins en moins. Et je pense que quand tu es dans un cadre travail et ne serait-ce qu'avec ton équipe, parce qu'en travailler en équipe, c'est beaucoup plus motivant, stimulant que d'être tout seul chez toi. Finalement, la définition de télétravail, ça veut dire que tu as autre chose à faire chez toi. Si tu n'as rien d'autre à faire que travailler, tu viens au travail. Si tu veux télétravailler, hormis si tu es à 5 heures de route ou 3 heures de route, Oui, là, ça justifie. Mais nous, si tu es à, on si l'a t'es à jamais 15 minutes et que pratiqué. tu veux télétravailler, c'est que théoriquement, tu as quelque chose de mieux à faire chez toi que de le faire au travail. Ou, ou c'est souvent une question de garde d'enfants, Ouais, bah effectivement. voilà. Mais ça veut dire que tu Je gardes tes pense. gosses. Donc, à un moment. Enfin, voilà. Bon, bref. Mm. Petite parenthèse. Mm. Voilà. Et on parle là un peu de la différence agent co-salarié. Est-ce que tu t'es posé la question d'une franchise quand tu as ouvert? Parce que finalement, on pourrait se dire aussi que c'est un peu la même chose d'un point de vue du dirigeant. Mm. Il y a soit indépendant où je crée ma marque de A à Z sans forcément aide sur, bah, comme tu disais, le branding, la formation peut-être aux agents co, Mm. ou bah, je me fais accompagner. Est-ce que tu t'es posé la question et du coup, par la suite, comment tu as mis en place les choses pour former peut-être tes agents qui rentraient? Alors, la question de la franchise, oui, je me la suis posée, puisqu'on m'a posé plusieurs fois la question de savoir est-ce que c'est une franchise? Et alors, c'est sûr que ça m'aurait bien plu, mais, mais moi, j'aime bien ce côté entreprise familiale. Alors, peut-être que c'est un tort, je sais pas, mais j'avais pas forcément l'envie d'avoir trop de monde, trop de salariés, trop de monde à gérer. Donc, je me suis un peu freinée là-dessus, alors que ça aurait pu me plaire pour le coup. Ok. Ouais. Et du coup, tu avais mis en place des process de formation. Enfin, comment ça se passait? Tu avais créé une formation, tu les accompagnais sur des points dans leur emploi du temps Alors pour former oui, tes nouveaux. ouais, alors là pour le coup, que ce soit Julien ou Olivia, c'est vraiment plutôt la partie le manager qui s'occupait plutôt de la formation. Après, on a un partenariat aussi avec les formations FNAIM, donc où voilà, il y a des formations régulières sur l'année, mais c'est surtout un accompagnement, je dirais, au cas par C'est cas, structuré, avec manager. ouais, c'est plutôt le manager qui s'occupait vraiment de la formation en interne, avec un accompagnement vraiment proche du salarié Ok. sur des difficultés qu'il peut avoir, sur des rédactions de compromis. Voilà, on l'accompagne à chaque étape pour qu'il se sente vraiment autonome. Une fois qu'il est autonome, on le laisse faire. Parce que les gens que vous recrutiez, c'est des gens qui n'avaient pas forcément un diplôme IMO. Pas forcément. Donc c'est vrai que quelqu'un La qui plupart. arrive, qui vraiment il découvre le monde de l'immobilier, il y a quand même une bonne partie connaissance de base, Ouais. et ce qui fait que le manager, il se répète Mm. assez souvent au début. Donc c'est des choses peut-être assez basiques, et ça c'était comme ça, vous n'aviez pas du tout de process d'onboarding pour un nouveau, il arrive, il a ça à faire, ça à regarder, ça à comprendre. Non, alors on a toujours quand même essayé de recruter des gens qui ont déjà une expérience dans l'IMO Ouais, ok. pour gagner du temps là-dessus. Vous débauchiez un peu à droite à gauche ou pas? On venait nous chercher. Ouais, Je ok. peux rien. C'est vrai. Non, non, mais à partir du moment où tu mets une annonce et tu communiques sur les réseaux, que tu Ouais, ouais. recrutes, tu as des personnes qui viennent Mm. te contacter. Encore une fois, vous aviez une bonne image, et je pense qu'il y a des agences qui ont la culture de la performance, 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 et des gens arrivent là-dedans et ils se reconnaissent pas dans quelque chose d'assez froid, Mm. où la performance est roi, et ils préfèrent aller sur des entreprises plus familiales. Et comme votre culture d'entreprise, je pense, aussi bien pour vos clients que pour les potentiels collaborateurs que vous auriez pu avoir ou que vous avez eu, Mm. euh, ils se reconnaissaient plus dans un Justimo que dans un Century 21 ou un... Oui, alors souvent c'est ça. Et par contre, c'est vrai que moi j'ai toujours dit à toutes les personnes qu'on a recrutées,
Century, c'est une très bonne école. Donc nous, le fait qu'ils viennent après parce qu'ils ne s'y retrouvent pas sur certains points. Alors nous, tout n'est pas, même si le logo est rose, tout n'est pas forcément toujours tout rose. Mais en tout cas, on essayait de se différencier un petit peu. Et ils venaient rechercher justement cet état d'esprit, plutôt esprit d'équipe, qui parfois ils ne retrouvaient pas forcément. Mais en tout cas, moi je leur ai toujours dit que c'est la meilleure école. Le fait d'être dans une boîte où c'est performance à fond, bah, c'est peut-être pas facile, mais au niveau d'apprentissage, c'est génial. Ouais. C'est là que tu apprends le mieux. Ok. Ouais. Et peut-être qu'ils étaient aussi attirés un petit peu par le côté salariat. Peut-être que, j'ai l'impression que sur la place, c'est quand même une minorité, les boîtes Ah qui bah embauchent en aujourd'hui, tant que oui. salarié. Mais là, sur Justimo, Olivia, elle a fait un recrutement, c'est un agent co. Ouais. Voilà, Elle on n'était pas aimerait. fermée, c'était agent co ou salarié. Et C'était agent co. Ah, c'était agent co. Oui. On aimerait rester sur la partie salariée, mais aujourd'hui, la conjoncture fait que tu t'adaptes aussi. Ouais, c'est sûr. Après, ça n'empêche que si dans un an, le marché reprend, ce que je souhaite de tout cœur, et que voilà, que ça remarche vraiment très bien, un agent co peut tout à fait passer salarié Bien s'il sûr. le souhaite. Mais en même temps, ça ne sera pas forcément dans son intérêt, puisqu'un agent co, au niveau du commissionnement, c'est quand même nettement plus intéressant. Et une fois que ton marché s'est mis en place et Bah, que bien sûr. tu es bien rythmé, tu n'as plus d'intérêt à passer salarié. Déjà l'expérience, ton expérience, et puis si le marché repart en plus, Exactement. on a le vent dans le dos en plus, quoi. C'est ça. Et en termes Pardon. en termes de taille, donc de nombre de collaborateurs chez Justimo, est-ce que ça est resté à peu près stable? Vous avez beaucoup fluctué en fonction Non, du ça a marché? toujours été stable. On a commencé, on était 4 et bah là, ils sont 7. Donc ça reste petite structure. Mais donc finalement, peu de monde, mais pour faire quand même pas mal de choses. Mais voilà, des bons collaborateurs et ça, c'est précieux. Et petite question recrutement, parce que quand tu es dans l'immobilier, que tu es une agence et que tu proposes le côté salariat, je pense que tu attires aussi beaucoup de mauvais profils. Des gens qui sont très mauvais, en tout cas pas assez bons pour être agent co, qui veulent être salariés en se disant bah j'ai la bonne place. Voilà. Comment toi, quel conseil tu peux donner à un directeur d'agence qui veut avoir ce format-là euh, de recruter plutôt des salariés, des tips pour bien reconnaître un profil qui correspond à un bon salarié de quelqu'un qui va vampiriser la boîte et qu'on va licencier au bout de 3 mois, quoi. Si tu as des petits tips ou des petites choses qui font la différence. Alors, tout dépend d'où on est, je dirais. À 3, l'avantage qu'on a, c'est que les bons, on les connaît, hein, en général. Donc les bons, en général, ils bougent pas ou ils montent leur agence. Donc voilà. Ou il faut les recruter, mais assez jeunes. Je dirais le bouche à oreille et puis être bien avec les autres patrons d'agence, en fait, et se contacter, simplement. S'il a déjà travaillé chez toi, bah, je te passe un coup de fil, tu vas me dire en 2 mots, oui ou non, n'y va pas, quoi. Après, on peut tous se tromper aussi, hein, et dire je lui donne sa chance parce qu'il m'a convaincu. En entretien, c'est vrai que moi je demandais toujours les derniers chiffres, mais après ça marche beaucoup au feeling. Si tu as un bon feeling avec la personne, tu peux aussi donner sa chance, tu peux avoir des bonnes surprises, mais je dirais, voilà, contacter les anciens employeurs, ça, c'est infaillible. Et quand tu te trompes, comment ça se passe où effectivement la personne t'a un petit peu dupé, elle t'a raconté ce que tu voulais entendre pendant l'entretien et qu'au bout de 1 mois ou 2 mois, tu te dis mais en fait ça va pas du tout. Bah, même fin la période d'essai. Ok. Et ça, tu as souvent, su le faire dès le début? oui. Ouais. Oui. Tu regardais le tableau Excel, le bilan financier, non, ça va pas. Oui, après, il y a le côté humain qui est pas toujours facile, mais après, quand tu gères une entreprise, en fait, ta priorité, ça reste que ta boîte, elle tourne. La donc, santé de ton entreprise. tout est dans la façon de dire les choses aussi, mais souvent, moi, le peu de fois où j'ai dû arrêter des contrats, souvent, d'eux-mêmes, ils le savaient. Et d'eux-mêmes, ils me disaient, bah oui, je suis d'accord avec toi, faut arrêter, quoi. Moi, j'ai toujours essayé de dire, on essaye des nouvelles choses, on essaye une nouvelle façon de travailler, on essaye de donner des contacts, on essaye.
Après, si dans un mois, j'ai pas de résultat, de toi-même, tu viendras me voir. Généralement, Hmm. c'est même eux qui, qui te le disent à la fin. Parce... Malgré le statut de salarié. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire que peut-être justement ils peuvent se complaire entre guillemets l'échec, mais malgré tout, eux, voilà, s'ils Après, réussissent pas, ils n'ont pas envie de rester non plus. non, franchement, enfin, moi, de toutes les personnes que j'ai eues, j'en ai pas eu beaucoup, franchement, où ça s'est pas bien passé, mais c'était plutôt, même si souvent c'était des personnes qui, même si commercialement ça marchait pas, humainement ça marchait, on s'entendait bien, ça marchait bien. Et du coup, de même, De toute on façon, se ils ont rendait à une partie l'évidence. variable avec la partie fixe, ça suffit pas pour vivre. Exactement. Donc, Ça suffit 1 mois, 2 mois. ouais, ok. Sur du long terme, c'est pas viable. Bien. Avec ton expérience, là, les difficultés, le marché qu'on a eu là, de ces derniers temps, est-ce que, enfin, j'imagine la pire crise que tu as connue de ton expérience. Comment tu vois un petit peu là, avec les tendances actuelles, comment tu le vois arriver dans les prochaines années? Est-ce que tu sens qu'on est plutôt sur la fin des difficultés? Est-ce que tu sens qu'on va encore rester dans une période compliquée? Bon, même si c'est toujours difficile à prévoir, mais est-ce que tu as une petite tendance là-dessus? Dans ta boule de cristal? Ma boule de cristal. Franchement, là, on vient de passer je trouve les 2 plus dures années depuis que moi j'ai ouvert l'agence. Et je parle beaucoup de l'agence, mais c'est valable aussi pour la partie promotion, où on a beaucoup de projets et très peu de ventes. Donc j'espère de tout cœur que ça va repartir. Il y a des choses qui se mettent en place. Le prêt à taux zéro, notamment dans le neuf, devrait aider. Voilà, on sent que de toute façon, je pense que le problème, il est quand même politique et que tant qu'on n'aura pas quelque chose d'un peu plus stable là-haut, ils nous remettront pas des choses en place pour aider l'immobilier. Mais la suppression du Pinel, par exemple, pour moi, c'est vraiment dommage parce que on a fait, nous, beaucoup de projets neufs en Pinel sur 3 et on les vendait à des investisseurs et c'était hyper intéressant. D'après toi, on n'a pas un problème plus profond de pouvoir d'achat des Français qui est amputé Je pense que le pouvoir d'achat des Français, ça a toujours été une question, ça a toujours été un problème et enfin, je pense que dans la tête des gens, on n'en a jamais, entre guillemets, assez de pouvoir d'achat. Mais on s'adapte. De toute façon, je pense que l'humain, il s'adapte au contexte, il s'adapte au marché, il s'adapte aux outils qu'il a. Et le problème, c'est qu'on n'a plus d'outils. Enfin, pour moi, il faut remettre en place ou un dispositif, puisqu'il n'y a plus de dispositif pour la d'aide, ouais. défiscalisation en ce moment. Il faut remettre le PTZ, c'est bien. Peut-être qu'il faut plus communiquer dessus aussi, parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens ne sont pas forcément bien informés. J'en discutais avec une banquière il y a quelques temps. Elle me disait, elle me dit, vous vous rendez compte quand même qu'on peut financer jusqu'à 100 000 euros de prêt à taux zéro, hein. Alors, ah oui, je n'avais pas en tête que ça savais pouvait pas non être plus. aussi important. Du coup, je lui ai demandé, faites-moi une simulation d'un couple qui veut acheter du neuf, que j'ai des chiffres concrets, qu'on puisse essayer de communiquer dessus. Oui, donc c'est pas que sur l'ancien, même sur le neuf, Oui. il y a le prêt à taux zéro Oui. qui rentre en compte. Oui. Ok. Oui, Je oui. pensais que ça aurait été sur des travaux potentiellement de rénovation énergétique, Non, justement, ils l'ont etc. remis en place sur le neuf. Ok. Et du coup, pour justement essayer de relancer un peu la vente de projets neufs, ce dont on a vraiment besoin. Alors, qu'est-ce que ça donnera dans quelques années Moi, je suis convaincue qu'ils ne peuvent pas laisser une part aussi importante de l'économie s'effondrer, parce qu'on est vraiment très, très nombreux à être concernés par l'immobilier. Et les collectivités, elles en font partie aussi, hein, puisque s'il n'y a pas de projet neuf, il n'y a pas de taxe d'aménagement, il n'y a pas de taxe foncière. Enfin, on est quand même tous liés, donc je ne vois pas comment ils peuvent ne rien faire. Après, sous quel délai? Et le problème, c'est que plus c'est long, plus ça va être compliqué de tenir. Ouais, parce que là, du coup, vous êtes dans une logique où vous sortez des projets pour maintenir les charges fixes et pour maintenir la boîte en vie. Parce que ça coûterait plus cher de ne pas faire de projet, j'imagine, de rien faire du tout. C'est pas possible. Ouais. Nous, notre chiffre d'affaires, c'est les ventes de projets, les ventes de terrain. Donc là, c'est essayer de maintenir à l'équilibre au moins. Oui, c'est de faire. La tête hors de l'eau. De toute façon, là, on ne peut pas lancer de projet sans les banques te financent quand tu as 50% de pré-commercialisation. Pré-commercialiser du 9 à 3, c'est pas évident, hein.
Donc c'est plus l'idée de dire bah on va avoir peut-être un pavillon témoin et de s'en servir pour communiquer dessus, pour montrer ce que ça va donner. Donc, vous adaptez les façons de faire. On, Là où on avant, essaie vous de trouver aviez... des solutions. Là vraiment c'est un peu, on se creuse la tête pour dire quelle solution on a pour convaincre les gens. Donc là on s'est rapproché de quelqu'un pour nous faire des visites virtuelles sur des projets neufs. Parce que j'en avais entendu parler évidemment, mais on n'en avait pas vraiment l'utilité. Aujourd'hui, peut-être que ce type d'outil va nous permettre d'aider les gens à se projeter un peu Est-ce plus. que les gens, vous avez des leads entrants, les gens appellent mais sont pas transformés, ou il n'y a pas d'appel et donc personne à transformer? Il y a des appels quand même. Ah, ok. Ouais, Et ouais, les ouais. gens finissent par faire le projet Ça, où ça, ils s- Ce qui est sont bloquant, c'est souvent le budget ou est-ce que ouais, c'est... souvent Ouais. c'est le budget des gens. Ouais, pour le aujourd'hui. château, pour construire le gros château avec la piscine? Ouais, on vend pas de château. Non? Non, mais des fois, est-ce que vous avez vraiment des néo qui disent bah, on arrive, on découvre, on sait pas trop combien ça coûte, Mm. nous on aimerait ci, on aimerait ça, et puis on a 200 000 de budget. Ah oui, bah non, c'est pas. Bah, sur du neuf, c'est forcément, t'achètes un peu plus cher, mais quand t'achètes du neuf, t'achètes tout un tas de garanties, tout un tas de... Enfin, c'est une sécurité aussi, et donc forcément, ça se paye aussi. Mhm. Mais on a tout type de profil, hein. Souvent, c'est quand même plutôt des jeunes couples, mais sur des terrains à bâtir, ça peut être vraiment tout âge, que ce soit Ok. un premier achat, une première construction, ou une deuxième, troisième. Enfin, on a vraiment des Il profils n'y a qui pas sont du très variés. stéréotype de Non. l'acheteur. Non. Après, voilà, par exemple, là, on termine une grosse maison, un petit château. Ouais, ok. Non, une très belle maison. Et là, on est sur un type 6, 165 mètres carrés, plus garage. On fait une piscine. Elle est complètement décorée. Et donc là, c'est un projet, alors je le connais déjà, mais je fais comme si je Oui. le connaissais pas. Euh, vous faites une construction totale jusqu'à la déco, la cuisine, grosso Mm, modo, mm. et vous ciblez Là, on va une cibler. clientèle bien Oui, spécifique. Mais là, oui. comment je pourrais dire, pas vulgairement, faut être courageuse. Faut être folle. Ouais, pour bah, faire tout ce projet-là, le monter, le Ouais. payer en disant je vais réussir à vendre C'est cette un, maison-là, ce prix-là. c'est un pari, hein. C'est un pari, Mais effectivement. l'immobilier, c'est toujours, Voilà. toujours dit, Parce que hein, là, c'est une belle c'est... maison, il y a des mètres carrés, il y a une piscine, Ouais, on on est cible bien des gens haut de situé. gamme et on cible finalement une petite partie des acheteurs à 3. C'est des gens qui ont quand même des budgets assez importants. Ouais. Euh, Mais finalement, si tu veux, avec l'expérience de l'agence aussi, ça me permet de dire que ce type de bien, on n'en a pas beaucoup à vendre. Et j'ai quand même une demande. Donc, alors c'est un pari, c'est peut-être risqué, c'est vrai. Mais encore une fois, il n'y a que ceux qui prennent un peu de risque qui Là, peuvent voilà, là, vous êtes vraiment dans une logique d'essayer de trouver des on solutions, essaie, d'essayer... voilà. Le marché ne vous permet plus d'exercer votre métier comme vous l'avez fait depuis de nombreuses années. Ouais, Donc, complètement. vous testez On a des choses. quand même plus du tout la clientèle investisseur. Ouais. Ouais. Il n'y a plus d'investisseurs. Ils achètent peut-être plus de l'ancien avec travaux, mais en tout cas, l'investisseur sur du neuf, n'ayant plus de dispositif fiscal, tu n'as plus d'investisseurs. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de s'adapter surtout et de trouver des solutions. Alors cette maison-là, c'est un gros budget, c'est vrai, mais c'est une maison qui va être, elle va être magnifique, quoi. Enfin, Parce que on toi, y tu met tout l'achèterais notre pour cœur en toi? tout cas. C'est le modèle de ma maison précédente. Ok. Mais et je l'ai vendue, donc je sais que c'est faisable. Ouais. Après, elle était meublée, mais la mienne, je l'ai vendue. Donc on a refait la même, mais elle est encore mieux, puisque déjà, il y a plus de terrain. Et mon beau-frère, qui est architecte d'intérieur, a repensé tous les plans et a amélioré les plans de telle façon qu'on a, par exemple, 80 mètres carrés de pièces de vie. Ouais. Voilà, donc on essaie de s'améliorer aussi. Tous les jours, on essaie de trouver des petites choses pour améliorer nos projets, améliorer notre façon de travailler et proposer des produits qui soient attractifs, quoi. Ok. Ah, donc là, c'est bien, tu rebondis. Donc tu travailles aujourd'hui avec ta sœur. Oui. Donc vous avez repris. Alors toi, tu avais déjà un pied dedans. Depuis 13 ans. Un gros pied. Ouais. Ta sœur n'avait pas de part avant. Non, ma sœur, elle est notaire. Elle est notaire. Donc là, elle Elle est a diplômée stoppé son notaire. activité. Oui. Elle t'a rejoint. Ça s'est fait comment? Pourquoi? Travailler en famille. Enfin, tu t'as toujours un peu travaillé en Ouais. famille, du coup, mais. Bah alors déjà, faut préciser que c'est ma sœur jumelle. Ouais. Donc on a un lien et une proximité. Vous n'êtes pas pour autant les mêmes.
on est très, très différentes. Mais c'est un lien, que je peux pas expliquer déjà. Mhm. Mais on s'entend vraiment très, très bien. Et elle était à un moment de sa vie où je pense qu'elle avait envie, de changement aussi, et avec son mari, du coup, son mari est architecte d'intérieur à Paris et il est du coup un petit peu entre les 2. Lui a sa société et il nous aide sur la partie plan, suivi de travaux. Et Margot, elle, qui est diplômée notaire, elle a une connaissance juridique assez exceptionnelle et elle est, contrairement à moi, hyper rigoureuse. Voilà, en fait, on se complète plutôt bien. Moi, j'ai plutôt la partie terrain, construction, contact avec les entreprises, contact avec les clients. Et elle a vraiment la partie juridique où, enfin, elle est redoutable, quoi. Donc, c'est top. Et Cyrus, son mari, lui, nous apporte beaucoup sur la partie amélioration des plans, amélioration des matériaux, des choix des sanitaires, des choix de, enfin, tout un tas de petites choses qui vont faire que on espère que nos projets vont plaire d'autant plus. Mhm. On espère. Il n'y a pas de raison. Dans le fait de vouloir de toute façon toujours faire mieux et de s'améliorer, de comprendre pourquoi les choses fonctionnent et pourquoi elles ne fonctionnent pas, à un moment, on avance dans le bon sens, quoi. Dès que ça repartira, par contre, on sera prêt. Et on Il vous aide aussi sur ce que tu as dit, architecte d'intérieur, il Oui. fait aussi le design extérieur. Oui, 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 il peut participe à chaque étape avec nous. Mais je dirais son savoir-faire, il est vraiment plus sur la partie plan et choix des matériaux. Voilà. Ok. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait, donc c'est très beau. Mm. Est-ce qu'il arrive à faire aussi des belles choses en, en cohérence avec le pouvoir d'achat des Aubois, qui n'est pas celui des Parisiens? Est-ce qu'il arrive à faire des belles choses, mais pour autant à des prix Alors, plus... il va s'adapter forcément, parce que lui, il a toujours son entreprise à Paris, hein, donc il a Mm. ses projets, ses chantiers qu'il suit à Paris. Alors certes, on n'est pas forcément sur les mêmes budgets, mais il nous démontre quand même que en adaptant notre budget, en trouvant des matériaux qui sont un peu plus accessibles, on peut trouver des choses plus accessibles, mais faire du beau. Ok. Il suffit d'avoir les bonnes idées, faire les bons choix, aménager tes plans de la bonne façon. Et ouais, on y arrive. Après, c'est pas, tu compareras jamais un appart à 3 à un appart parisien quand tu as plusieurs millions Bah d'écart. oui, oui, C'est pas, et bien c'est sûr, pas notre souhait, puisqu'on doit rester les pieds sur terre et on doit être cohérent avec notre marché local. bien sûr. Ça sert à rien de faire un château, comme tu dis, si j'ai personne pour l'acheter, Bah quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même si on aimerait bien, Bien sûr. nous, on veut des projets qui soient adaptés, surtout. Ouais, que les clients soient satisfaits, que vous fassiez votre marge. Mm. On puisse travailler sereinement. Ok. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de pré-commercialisation sur la promotion. Est-ce que tu pourrais faire un peu une chronologie d'une Mhm. opération de promotion? Comment Ouais. ça se passe du début à la fin? Alors, ça va être long. Je dirais que tout démarre de la prospection. On fait de la prospection foncière, donc que ce soit nous sur le terrain ou des apporteurs qui nous amènent des terrains à vendre. À partir du moment où moi j'ai le terrain, je vais aller analyser le PLU, toutes les règles d'urbanisme, savoir est-ce qu'on est en secteur classé, est-ce qu'on est en zone inondable, est-ce qu'il y a des servitudes particulières. Donc on va analyser vraiment toute la partie urbanisme. Et à partir de tous ces éléments-là, on va dessiner un projet sur un terrain. Une fois que moi j'ai pu faire un projet qui est une proposition de projet, hein, parce on peut faire plusieurs projets sur un même terrain, mais il faut quand même s'adapter aux règles d'urbanisme. Donc tu es quand même limité dans ce que tu peux faire. Et comme on disait, au marché, etc. Et au C'est marché, la bien sûr. concordance quand même de Voilà. plein de choses. Nous, on fait quand même beaucoup de maisons, donc souvent j'essaie d'implanter des projets de maisons individuelles ou d'individuels accolés. Et une fois que j'ai implanté les maisons, je fais un bilan financier. Ça me ressort un prix, une proposition que je peux faire au vendeur du terrain. Donc là, tu passes en phase négociation du terrain, qui peut être plus ou moins longue. Une fois que tu t'es mis d'accord avec le vendeur, on signe une promesse de vente. Et pendant cette promesse, on va aller monter le permis, purger le permis de tout recours. On va aller commencer à demander tout ce qui est chiffrage de travaux. Alors nous, on a notre estimatif, puisque d'un projet à l'autre, on utilise des ratios et des coûts chantiers
de projets précédents qui nous permettent de savoir, sur un projet de 10 pavillons, je sors à tant du mètre carré. Sur des projets récents, forcément, parce que les prix ont beaucoup augmenté depuis le Covid. Mais à partir de ça, on monte, donc on purge toutes les conditions suspensives de la promesse, en fait. On monte toute la partie chiffrage avec les entreprises. Et une fois qu'on a acheté le terrain, on va lancer la phase travaux. Donc là, la phase travaux peut durer plus ou moins longtemps en fonction du nombre de logements. La voirie, tout ça. Ouais, la viabilisation du projet, la construction des pavillons. Et on commence à commercialiser une fois qu'on a le permis. Alors, il y en a qui commencent un peu avant, mais moi, je trouve que c'est dangereux de commercialiser tant que ton permis n'est pas obtenu. Et je dirais même tant qu'il n'est pas purgé de tout recours, parce qu'un recours, ça peut reporter une construction de 1, 2 ans, on ne sait Donc pas. ça, si tu le mets en condition dans ta promesse avec ton acheteur. L'obtention du permis ? Purgé. Ouais, Ah oui, purgé de tout recours. obtenu, purgé. Et en fonction du projet, si c'est un lotissement par exemple, je mets aussi l'absence de fouilles archéologiques approfondies. Ouais. Parce que si les archéologues décident de venir fouiller, Ouais. le coût est tellement important Bien que sûr. l'opération n'est plus viable. Bien sûr. Donc il y a tout un tas de conditions à lever, et une fois qu'elles sont levées, t'achètes. Mais Ok. ça veut dire que ta promesse dure entre 12 et 18 mois. Ouais, ok. Est-ce que tu intègres la condition de permis purgé? Oui. Est-ce que tu intègres aussi la condition de commercialisation à 50%? Non, jamais. Non. Certains promoteurs Peut-être qu'on va le faire, Ouais. mais on le faisait pas en tout cas jusqu'à maintenant. Ok. Parce que on avait, Vous on aviez savait confiance que sur la voilà, commercialisation. oui, on avait confiance et on connaissait nos produits, on savait on allait les commercialiser. Maintenant, peut-être que effectivement, ça peut s'envisager. Faut-il encore que ton vendeur il accepte? Bien sûr. Parce que Bien du sûr. coup, les délais sont déjà sur une Oui. opération de promotion immobilière, c'est minimum 2 ans. Bien sûr. Après, en Euh, astuce, tu peux peut-être booster un petit peu ton prix de vente, ton prix d'achat. C'est-à-dire dire, bah, là, c'est les conditions classiques. Par contre, si j'ai 50% de préco, bah, votre prix, je vous donne X en plus. Toi, ça te sécurise ton OP. Ouais. Tu te dis, voilà, si l'OP, elle est pas bonne, bah, j'aurai pas mes 50% de préco, je la fais pas. Si elle est bonne, bah, je me dérisque. Puis mon vendeur, il a un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Peut-être de prendre un peu le contre-pied de la concurrence. Ça, c'est vrai Nous, que on réfléchit à des techniques comme ça, parce qu'en marchant, pour nous aussi, c'est pas toujours simple. Il faut qu'on se dérisque, parce que quand on avance sur plusieurs opérations et plusieurs opérations risquées et qu'on n'a pas forcément mis les bonnes clauses, etc., bah, on peut vite se mettre en... Enfin, pas être au top, quoi. Faut avoir conscience que quand tu es sous promesse, le vendeur peut se dire ils font rien, ça va rien leur coûter, ils vont se désengager, mais non, un permis ça coûte des sous, les études de sol ça coûte des sous, les études de loi sur l'eau, maintenant c'est nouveau aussi, ça coûte des milliers d'euros. Enfin, il y a tout un tas d'études préalables à la possibilité ou non de faire ton projet. Donc tant que tout ça n'est pas levé, ton projet il sort pas. Donc tu peux te désengager d'une promesse, mais avoir engagé pas mal d'argent dans l'opération quand même, quoi. Donc c'est risqué aussi. Ouais, c'est sûr. Puis c'est vrai que des fois, d'un point de vue d'un vendeur particulier, ils n'ont pas forcément cette notion de risque et de conditions en gros qui ont de la valeur. Parce qu'au final, si toi tu mets pas par exemple la condition de 50% de préco, finalement en fait c'est toi qui prends le risque. C'est ça. Et inversement, par exemple, ça marche avec toutes les conditions, une condition de prêt, une condition de permis. En fait, toutes les conditions mises dérisquent l'acquéreur, mais mettent en risque le vendeur. C'est ça. Et donc, au final, c'est vrai que souvent, nous en marchand, mais j'imagine qu'en promotion, c'est la même chose, on va acheter à un certain prix, mais le prix, en fait, finalement, les vendeurs vont voir pratiquement que le prix comme condition de la vente, mais au final, les conditions quand on vend à un professionnel, elles sont pratiquement aussi importantes que le prix, parce que en fait, nous des fois on visite des choses où on nous dit non, vous êtes trop dur, j'ai eu une offre à temps. Bah oui, d'accord, vas-y, mais on en parle dans 6 mois parce qu'on sait très bien que l'opérateur est pas bon, ou que le projet qu'on nous a présenté il est pas viable, et donc au final oui, c'est bien, tu as une offre de prix, tu vas avancer, mais on sait pertinemment que ça ira pas au bout, en tout cas tu as un grand risque que ça n'aille pas au bout. C'est ça. Là, tu fais la balance entre les deux, et après en fonction des impératifs de ton vendeur, il va parfois plutôt privilégier une offre plus basse mais plus sécurisée, ou s'il a moins besoin, je dirais, d'argent rapidement, ou
voilà, il peut attendre, il peut se permettre d'attendre, bah, il va préférer l'autre offre. Après, ce qui est bien, c'est que sur un marché compliqué comme le nôtre, bah, il n'y a pas 50 options qui s'offrent à lui, quoi. Quand on est sur un marché montant, tout le monde veut acheter, de toute façon, son terrain, il va le vendre, Mm. ou sa maison, ou son appartement, de toute façon, il va le vendre. Sur un marché où il n'y a pas d'acheteur, Ouais, bah, c'est le moment d'acheter. l'échange de force voilà, est un petit peu inversé. Donc C'est c'est ça. là où on peut faire passer des conditions. On va dire non, non, mais vous êtes trop dur en affaires, je vais le vendre tout seul. Puis 6 mois après, un an après, c'est toujours là. Et puis c'est là qu'on peut venir négocier Après, un peu plus oui, fort. je suis complètement d'accord Puis avec toi. finalement, le temps qu'il a perdu à pas vendre, il te l'aurait donné à Ouais, toi, puis c'était pareil. ouais. C'est quand tu as de la trésorerie et que tu peux te permettre aussi de faire de la réserve foncière, Ouais. les périodes plus compliquées sont des périodes qui sont propices à acheter parce que justement, tu as moins de concurrence, donc c'est plus intéressant en tant qu'acheteur aussi, ouais. Hmm. Mais tu peux faire 1, 2 opérations après. Faut pas surstocker, on n'est pas. Voilà, Ouais. il Ça- faut que le marché reprenne rapidement, quoi. Surtout que maintenant, ça coûte très cher de stocker. Mm. Parce qu'on a déjà un marché qui est difficile à la revente, mais en plus de ça, des taux d'intérêt qui ont monté énormément. Et donc, le stock coûte très très cher. Bah oui. Donc, on ne peut pas se dire, bon, bah, on le stocke et puis on verra dans 2 ans quand le marché sera bien. C'est ça. Sauf à avoir une trésor exceptionnelle, Ouais. tu le payes cash et Oui, voilà. tu le gardes en te disant ça repartira forcément. Oui, c'est sûr. Mais il faut pouvoir le faire, ouais. D'un point de vue de ça, au niveau de. On est un peu dans le même bateau, d'un point de vue un peu promoteur, marchand de biens, on est souvent mal vu par les particuliers, ou en tout cas vu un peu de façon négativement, comme des requins qui vont essayer de gagner de l'argent sur leur dos, etc. Est-ce que c'est toi qui vas en égo avec, les vendeurs potentiels? Oui. Et est-ce que tu as des. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu as développé un peu des tips là-dessus? Est-ce que sur quoi tu t'appuies pour les convaincre? Peut-être pour passer devant d'autres promoteurs qui aussi vont faire des offres? Bah, alors déjà oui, on y va parce que je trouve que c'est bien d'aller les rencontrer et que c'est pour eux, c'est aussi, je trouve une marque, peut-être un peu de respect quand même, de dire, «Je viens vous voir», directement et après moi je m'appuie beaucoup sur, l'expérience de Francimo, parce que Francimo ça existe depuis plus de 30 ans. On a je dirais une, une cote de popularité, enfin, c'est pas le bon mot, je trouve plus mon mot. Mais ça va vite à faire, mais ça va très vite à défaire. Donc, si tu es plutôt bien vu sur 3, bah, c'est que voilà, ça va vite se savoir. Donc, je m'appuie un peu là-dessus de dire nous, on fait notre petit truc, on n'est pas un très gros promoteur, on fait ce qu'on sait faire, on n'est pas nombreux, donc on fait des projets à taille humaine. Et on a plus de 30 ans d'expérience, donc on a quand même voilà, les reins solides. Et aujourd'hui, c'est quand même un gage, pour les vendeurs, c'est quand même un gage de sécurité pour eux. Et puis après, c'est un peu au feeling aussi, en fait. Si ça se passe bien avec eux, que tu es dans le respect, que tu leur mens pas, que quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais, bah, généralement, ça se passe bien. C'est plus que je pense quand tu leur promets que tu vas faire ça, 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 leur vendre un projet extraordinaire, leur acheter à un prix extraordinaire. Enfin, moi, j'essaie d'être assez terre à terre, assez réaliste et juste être transparente avec eux, leur dire voilà, nous, ça va se passer comme ça. Si je vous dis oui, bah, on ira au bout. Sauf effectivement si on commercialise vraiment rien du tout, mais j'essaie de leur donner un peu tous les tenants, tous les aboutissants pour que ce soit le plus clair possible pour eux. Et après, voilà, faut qu'il y ait un bon feeling avec eux aussi, je pense que c'est important. Tu rejoues la carte aussi de ce que tu es et ce que tu appliquais Ouais, aussi dans ton agence ouais. immobilière au sein de Bah la oui, je promotion. pense qu'il faut rester naturel. Si t'es pas naturel et que tu te forces, ça dure quelques temps, mais Ouais, c'est sûr. sur le long terme, ça marche pas. Et entre ce que les propriétaires fonciers espèrent en termes de prix et ce que tu leur proposes, Mm. il y Souvent, a il y a un un petit écart, il n'y écart, a pas souvent. d'écart. C'est- Comment tu justifies cet écart? Comment tu négocies? Eh ben, écoute, C'est un ah, exemple. ouais, il y a souvent un écart assez important entre ce qu'ils imaginent que ça vaut et la réalité. Alors souvent, moi je les invite quand même à demander à leur notaire conseil aussi, puisque les notaires, ils voient passer les transactions, donc les ratios de prix au mètre carré, ils les connaissent. Et puis après, je leur explique aussi la façon de travailler et ce que ça nous coûte. C'est tout bête, mais quand tu viens avec l'estimatif travaux du géomètre, alors je parle beaucoup pour les négociations de lotissement pour le coup, où là on parle de mètres carrés de terrain
qui souvent étaient des terres plutôt agricoles, mais Puis les constructibles. agriculteurs, on sait que... Ouais, en général, ça se passe bien. Ah, c'est vrai? Ouais, Ouais, ok. ouais. Après, tu as toujours des gens qui t'accueillent pas forcément bien, mais à partir du moment où tu as identifié qu'ils sont vendeurs, ça se passe bien. Franchement, Ouais. la plupart, ils Des ils fois, le sont plutôt calcul est très vite sympas. fait. On dit, bah tiens, Saint-Lié, c'est 130 € du mètre carré. Bah moi, j'ai 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres fois 130, j'en veux ce prix-là. Ouais, sauf que tu as oublié un petit détail, c'est qu'il faut viabiliser, Mhm. passer tous les réseaux, faire les trottoirs, enfin, Ah, on a la tout même cet, tout problématique en cet marchand. estimatif de travaux. En fait, mais si tu leur montres, moi je passe par un professionnel, voilà le chiffrage qu'il a fait, Ils comprennent. le ratio au mètre carré, c'est 45-50 euros du mètre. Donc vous comprendrez bien que je ne peux pas vous l'acheter 130 si ça c'est le prix de vente et que moi derrière j'ai encore 50 euros du mètre à rajouter. Je ne le vendrai pas à 180, 200 euros. Personne ne travaille, on n'est pas encore bénévole, donc il faut une petite marge quand même. Donc quand tu leur expliques de façon claire, en vrai, au bout d'un moment, ils ne peuvent que dire bon bah je comprends. Ça ne veut pas dire qu'ils vont te dire oui, Hmm. parce que souvent quand en plus c'est des biens de famille, c'est encore une autre dimension et là l'affect il fait que Donc si on peut résumer, que ce soit pour un marchand, pour un promoteur ou pour un particulier qui veut négocier son bien immobilier, c'est d'amener des arguments tangibles, mm, des devis, voilà, des faits de Des la en prix de fait. Il faut que ce soit marché. des faits. de la matière pour qu'ils Voilà. puissent... Puisque toi, ils partiront du principe que tout ce que tu vas leur dire, c'est faux Hmm. et que tu es là Tes intérêts. pour acheter, donc tu es là pour leur acheter le moins cher possible. Alors que on est aussi là pour acheter, c'est pas nous qui faisons le marché. Et un terrain, il a des contraintes. Un terrain, s'il est en zone inondable, bah, forcément, ça va être un peu plus compliqué de construire derrière pour tes acheteurs. Donc, ton prix de vente va être un peu moins élevé. Si tu as des fouilles archéologiques à prévoir, bah, faut tout de suite le prévoir et ton prix va être forcément moins élevé. Enfin, voilà, s'il y a des servitudes particulières, si tu as bien analysé ton terrain en amont, tu viens avec des cartes et tu leur expliques de façon claire, transparente, et tu leur avances des faits. C'est pas toi qui leur dis quelque chose, c'est un professionnel. Hmm. Parce que ta parole, on sait très bien qu'elle Ouais, sera remise en cause. Quoi. ouais, ok. Euh, du coup, tu avais la double casquette pendant 13 ans Mm. d'agence et de promotion. Est-ce que du coup, tu faisais un vrai lien entre ces deux boîtes, c'est-à-dire que tu commercialisais beaucoup avec Justimo, Mm. et quel avantage, ou est-ce que tu conseillerais à une agence qui n'a pas forcément ce pied dans la promotion, ou en tout cas dans le professionnel immobilier, de travailler avec des promoteurs, de travailler avec des marchands de biens, et pourquoi? Eh ben, alors oui, on travaillait vraiment, je dirais que les deux sociétés pour nous étaient complémentaires. Et même si complètement indépendantes, complètement séparées, les deux se complétaient plutôt bien parce que tous les projets neufs et les projets de lotissement ou de réhabilitation de Francimo étaient commercialisés alors quasiment en exclusivité par Justimo. Aujourd'hui, forcément, on les commercialise nous en Francimo, mais je les donne toujours à vendre à Justimo, évidemment. Et c'est un vrai plus, je trouve, parce que en tant que promoteur, on n'a pas forcément une cible de clients qui est la même qu'une agence. Et tu as des clients sur l'agence qu'on peut tout à fait basculer sur du neuf. Donc les deux peuvent s'y retrouver. En fait, pour Justimo, c'est des biens en plus à commercialiser. Francimo, c'est un pôle de commercialisation qui est en plus dans les mêmes locaux. Donc les deux se complétaient bien. Et après, en conseil d'autres agences, oui, je trouve que... Alors, c'est un vrai métier de vente du neuf, par contre. Donc, il faut vraiment faire une formation parce que les techniques de vente de neuf sont très éloignées de la vente de l'ancien. Et c'est vrai que moi, j'essayais souvent de leur faire des petits focus sur tous les avantages d'acheter dans le neuf, euh, bah, tout ce que tu peux proposer à ton client qu'ils n'auront pas dans l'ancien, du type tu achètes un bien neuf, nous on leur proposait s'ils achètent assez tôt, de moduler un petit peu l'intérieur, de modifier des cloisons, d'aller choisir leur couleur, d'aller choisir leur parquet, d'aller choisir leur carrelage. Donc ça, c'est des petits plus que tu n'auras pas dans le neuf, que tu n'auras pas dans l'ancien, pardon. Donc pour moi, oui, ça peut être une corde à ton arc en plus de vendre du neuf. Après, par contre, il faut vraiment bien se former. Parce que si t'es pas bien formé et que t'es pas sûr de toi face à un client, déjà que le neuf, ça peut leur faire peur pour rien, hein, parce qu'en plus, t'es 100 fois plus sécurisé d'acheter dans du neuf que d'acheter dans l'ancien. Mm. Mais c'est un peu, peut-être dans la tête des gens, ça fait un peu plus peur, je sais pas. Est-ce que c'est pas peut-être pas encore là?
C'est pas tangible au moment où Oui, il oui, oui, l'achète. oui, Ok. tout à fait, ouais, ouais. Mais une fois que tu maîtrises bien ta vente de neuf et que toi, tu as conscience de tous les avantages que tu as achetés dans le neuf, bah, tu pourras transmettre cette confiance-là à tes clients. Et est-ce que tu as des organismes ou des endroits où se former? Si par exemple un directeur d'agence veut orienter ses équipes vers la formation, je sais pas si tu connais, moi j'en connais pas, mais Alors, je sais qu'il y a l'école, l'ESI, l'École supérieure de l'immobilier à Paris, qui fait pas mal de formations. d'accord. Même Euh, en continu sur des oui, oui, pros, oui, ok. ouais, 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 tu peux en faire là-bas. Après, la FNAIM fait pas mal de formations. Dans le neuf, c'est des formations qui sont un peu light, on va dire, mais après, ouais, à part le SI, moi j'ai été formée dans mon école. Maintenant, je pense qu'il doit exister d'autres pôles de formation spécialisés dans le neuf. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des promoteurs carrément qui fassent des formations à des agents immobiliers, même en local, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Mm. Bah, nous, on propose, enfin en tout cas on propose, on l'a déjà fait et on va continuer à le faire, d'intervenir dans des agences pour le côté marchand, Ouais. pour leur expliquer bah voilà, les intérêts de travailler avec nous, sur le côté financier, c'est sûr, Mm. pour sortir des biens compliqués, et sur faire monter en compétence les agents immobiliers pour qu'ils puissent détecter ou pas un produit qui peut nous Mm. correspondre. Parce que finalement, s'ils vendent, je prends l'exemple bête, mais d'un corps de ferme, ils vendent un corps de ferme à un client lambda, ou ils le vendent à nous s'il était découpable, Mm. bah, le nombre de commissions globales pour l'agence et pour l'agent, c'est pas du tout le même. Ouais. Donc on va essayer et on essaye de les sensibiliser de plus en plus, avoir le bon petit coup d'œil, etc. De dire, bah tiens, ce vendeur-là, ce produit-là peut correspondre au marchand de biens et du coup peut nous aider sans en faire des tonnes en plus, gagner beaucoup plus Oui. pour le coup. Mm. Mais je trouve que c'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans ton quotidien et que tu as un peu la tête dans le guidon, comme tout le monde, tu prends pas forcément toujours le temps de te former et du coup, tu loupes des affaires. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est juste arriver à ce qu'ils aient dans leur tête le déclic de dire bah tiens, je pourrais lui proposer du neuf ou tiens, je pourrais appeler Estière pour ce projet-là parce qu'il est adapté. Ouais. Moi j'ai toujours, c'est des filtres. Tu Ouais. as ton produit, tu fais passer différents filtres et tu vois lequel Mm. correspond le Ouais, mieux mais et au vendeur. c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, ouais. Et ça marche en mode détection d'affaires, c'est-à-dire que ça marche pour gagner plus que ce que j'aurais pu gagner si j'avais pas vu cette façon de le sortir Mm. grâce à un marchand, mais ça marche aussi en termes de juste estimatif, parce qu'on voit trop souvent des agences immobilières qui vont estimer des biens très complexes qui vont s'adresser que à un marchand, Comme un terrain. comme Ah, un messieurs, dames, terrain. vous avez 10 000 mètres carrés de terrain, bah, dans le coin c'est 130 euros du mètre, Voilà. bah, ça vaut Ouais. ça. Bah ça fait serait partie tu vois, aussi des petits bonus du fait de travailler les deux sociétés ensemble. C'est que dès qu'on estimait un terrain, moi je pouvais regarder ce qu'on pouvait faire dessus, sortir un petit projet dessus, et tout de suite tu leur valorises le projet, même un bien avec un grand terrain. Voilà, je vous conseille de faire. Vous avez deux possibilités, vous vendez l'ensemble, vous vendez à la découpe. À la découpe, c'est un petit peu plus intéressant généralement. Donc tu leur apportes une expertise qu'ils vont pas forcément trouver une dans vision une pro, agence hein. qui n'a pas cette vision Je pense qu'à effectivement. 3, il n'y a aucun, je dis pas que je sais le faire, c'est pas mon job, mais il n'y a aucun agent immobilier qui sait estimer un terrain de 10 000 mètres carrés en zone constructible. Je pense qu'il n'y a pas un agent qui sait le faire. Mais c'est pour ça qu'au final, est-ce que le rôle de l'agent, c'est absolument de tout savoir faire, ou de savoir de se rapprocher d'un professionnel quand il en a besoin, que ça soit pour un terrain d'un promoteur, Mm. ou nous, ce qu'on préconise souvent aux agents, c'est si tu as un doute et que tu vois qu'il y a un produit très complexe, Si vous appelle-nous, bien sûr. on regarde, et nous, on te donne ce qu'on ferait et combien on revendrait, et donc au final, ça va donner ton prix d'achat potentiellement, parce que si un professionnel peut l'acheter et seul un professionnel peut l'acheter, bah, finalement c'est son bilan économique qui va lui donner, Exactement. qui va lui donner son prix. Et en fait, de faire la somme des 5 bâtiments qu'il y a sur le terrain, bah, ça fera pas son prix de vente, ça fera son prix de vente théorique, comme on fait le prix de vente d'un terrain théorique quand on fait 10 000 mètres carrés, alors qu'en fait on vend des terrains de 500 mètres. Un terrain, oui, un terrain est comme un projet comme les vôtres, il vaut en fonction de ce qu'on peut faire derrière. Mais si tu ne sais pas comment analyser un PLU, tu connais pas toutes les contraintes qu'il y a sur un projet ou sur un terrain, tu peux pas, Puis il y a faire tellement une de. faisabilité derrière. Puis c'est compliqué parce qu'au final, c'est vrai que tu es agent immobilier, tu es expert dans la transaction, mais en fait, tu peux pas connaître forcément les coûts de non. construction, les règles d'urbanisme, le marché de la revente, de la promotion. Ben voilà, c'est vrai que on ne demande pas à l'agent de tout connaître, mais par contre, c'est sûr que quand il y a des produits complexes, il faut s'adresser et en fait, d'avoir un promoteur ou d'avoir un marchand de biens dans son portefeuille
qu'on peut solliciter quand on rentre des produits, je pense que c'est la meilleure façon de... Faut pas avoir peur de demander en fait. Ouais, bien C'est sûr. juste ça. Donc est-ce qu'un agent immobilier d'une autre entité que Justimo peut appeler Justine pour dire tiens Justine, je suis en estime avec un terrain. Ah bah Euh, évidemment. Mais Ah mais d'ailleurs, est-ce que tu vas pas récupérer ensuite le terrain à vendre via Justimo? ah bah, déjà, Non, Justimo c'était n'est une plus mon question, agence. c'était une question C'est une l'agence piège. d'Olivia. Non, 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 par contre, souvent, enfin moi j'ai des agents immobiliers d'autres agences qui me Ouais. contactent quand ils rentrent des terrains. Je te dis ça parce que l'agent IMO pourrait dire ah oui mais Justine elle est en lien avec Justimo, si je lui parle de mon contact qui veut vendre le terrain, elle va le Ouais. récupérer pour son agence. C'était pour que tu me dises bah non si je viens en tant que Bah, Francimo, je fais la. après, je veux dire, si le commercial il me connaît, il sait que je le ferai pas. Ouais bah voilà c'est Parce ça. que pour moi, si t'es pas correct avec les gens sur une petite ville comme Troyes, Bien sûr, tu dures pas. bien sûr. Donc non, je le ferai pas. Par contre, ils peuvent m'appeler pour me proposer des terrains à vendre sur lesquels moi je peux faire des projets. Hmm. Et c'est le terrain de la belle maison qu'on est en train de construire avec la piscine. C'est un commercial d'une autre agence qui me l'a vendu. Ok. Voilà. Et la petite chose aussi qui est intéressante dans le fait d'avoir ce partenariat entre les deux sociétés, c'est que justement, quand une estimation d'un terrain arrive, bah moi, ça peut tout de suite, ils peuvent tout de suite avoir le client en fait. Hmm. Si le terrain est intéressant pour faire un petit programme, c'est aussi vis-à-vis de nos vendeurs sur l'agence, c'est un plus parce qu'ils peuvent tout de suite le proposer à Francimo. Et si c'est intéressant, on peut se positionner rapidement dessus. Bien sûr. Et puis derrière, une fois que tu découpes et que tu refais ton lotissement, il se peut que cet agent IMO en question, il ait aussi un client pour la sortie d'un Bah petit oui, terrain 400-500 mètres qu'il veut faire bien construire à sûr. cet endroit-là. Donc Et l'agence récupère les mandats derrière. C'est à partir du moment où on est dans une relation Ouais, gagnant-gagnant, c'est ça. pour moi, ça se passe toujours bien. On est d'accord. Faut se respecter, ça c'est important. Mais il faut que tout le monde y gagne et puis ça se passe Super. bien. Mathieu, est-ce que tu as encore des petites questions pour Justine avant qu'on conclue? Je pense Ah que ça fait déjà pas mal de temps. ouais. Euh, Non, enfin si, j'aurais peut-être une dernière question. Tout une à l'heure, question piège, parce que Justine, elle nous a embêté tout à l'heure sur la décoration de nos bureaux. Alors est-ce qu'on pourrait pas la piéger un peu Non. non, c'est pas une question piège, c'est plutôt tout à l'heure tu donnais un petit peu justement tout ce que tu faisais d'un point de vue promoteur cette fois-ci pour te démarquer dans un marché compliqué. Est-ce que d'un point de vue agence immobilière, il y a des choses dans les périodes compliquées là, que vous avez mis en place, pareil, peut-être que vous avez testé, voilà, pour se démarquer un petit peu face à la concurrence et au marché difficile, plutôt d'un point de vue agent co ou agence immobilière. Alors, je ne veux pas parler pour le nom d'Olivia, mais je sais que, voilà, par exemple, elle a remis en place de la gestion locative depuis le 1er janvier, de façon à avoir une palette de services beaucoup plus importante et à ne pas perdre de clients, parce que parfois, quand tu loues un bien à quelqu'un, parfois il aurait aimé que tu lui fasses aussi la Bien gestion, sûr. et donc on peut perdre le client juste parce qu'on n'avait pas cette Bien option sûr. gestion. On a fait de la gestion pendant plusieurs années et le portefeuille commençait un petit peu à grossir et moi j'avais pas forcément l'envie de rembaucher d'autres personnes, donc j'ai cédé le parc. Mais là, du coup, elle a remis en place la gestion. Donc ça, déjà, offrir je dirais un panel de services un peu plus complet. Et puis après, c'est surtout soigner notre réseau, soigner nos anciens clients. Parce que je dirais que les recommandations, c'est les meilleurs clients qu'on puisse avoir. Donc, soigner les avis. Je sais que Olivia elle a beaucoup travaillé là-dessus pour qu'on ait beaucoup d'avis sur Google, des bons avis. Voilà, s'il y a un avis qui est moins bon, toujours y répondre. Enfin, elle a vraiment apporté une attention particulière à ça. Et elle va être super bien positionnée au niveau du référencement. Tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est des petites choses qui font que quand tu cherches une agence, il faut être dans les premiers de toute façon, sinon c'est foutu. Et il faut avoir une bonne image et un bon réseau et des anciens clients qui te recommandent. Et voilà, en période compliquée, ça t'apporte quand même, je dirais, une stabilité qui est Et avoir des importante. bonnes relations avec les autres Ah bah agents essentiel, immobiliers. essentiel, oui. Je trouve aussi que C'est c'est pour ça qu'on important. est dans la MEPI, c'est pour ça que là on participe à des petits Ouais, apérinos, ouais. là, etc. Enfin, soigner son entourage, soigner son réseau, Hmm. Ouais, je suis c'est d'accord. primordial dans une ville comme la nôtre où on se connaît tous. Et voilà, on est tous, potentiellement, on peut tous faire des affaires ensemble. Ouais, Donc, exactement. Ok.
Écoute, Justine, le petit Ouais. mot de la fin. Bah, Qu'est-ce et que puis tu peux... peut-être juste pour savoir si, bah, autant pour Francimo que pour Justimo, peut-être des contacts, si Où des est-ce qu'on gens peut qui vous nous retrouver? regardent ont quelque chose à proposer ou veulent acheter de point de vue Francimo, et pareil d'un point de vue Justimo. Alors, pour, Justimo, je dirais que nous, on est à l'écoute de tous les clients. On est aux 4 avenue Pierre Brossolette, à Troyes, juste en face du parc. Et on est là pour tous les services de vente, location, pour tous les contacts acquéreurs, pour toute la partie gestion locative également. Et on recherche du coup des clients qui veulent bah, forcément vendre ou acheter ou faire estimer et qui souhaitent avoir un accompagnement, je dirais, soigné et du début à la fin avec un seul interlocuteur, ça c'est important. Et Francimo, on est à la même adresse, 4 avenue Pierre Brossolette. On essaie de se moderniser, on a refait notre logo, voilà, on a refait un nouveau site internet. Et là, nous, on propose donc tous les projets neufs. On vend donc des maisons neuves, des terrains à bâtir. On a un beau projet de réhabilitation également. On va faire quatre beaux appartements avec jardin privatif en plein centre-ville de Troyes. Ça, c'est un gros pari aussi parce que la réhabilitation, c'est aussi du boulot, vous savez bien Ouais, de ouais, quoi on parle. c'est sûr. Et voilà, on essaie d'avoir des produits divers et variés, adaptés à notre clientèle locale. Et on est 4 avenue Pierre Brossolette. Voilà, on attend. On vous attend, pied ferme. Top, Super. top. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'était hyper intéressant. Merci à vous pour votre accueil, c'était top. Super. Merci. À bientôt.